Depuis l'instant où il est entré dans un studio jusqu'à son dernier tournage, Elvis Presley fit toute une série de films inoubliables. Entre 1956 et 1969, il joua le rôle principal dans 32 films. Certains étaient bons. Vous êtes un sacré acteur, Kid. Maintenant, tu sais ce que je fais pour un rappel. D'autres... Je suis le Cheikh d'Arabie. Les années Hollywood d'Elvis ont été déterminantes pour sa vie privée. Sa vie dans les coulisses était souvent plus passionnante que le film, parce que le vrai Elvis était beaucoup plus intéressant que les personnages qu'il jouait sur grand écran. La ferme. Bien qu'Elvis eut beaucoup de succès au box-office, il n'était pas pour autant pris au sérieux en tant qu'acteur dramatique. C'était le côté sombre de ces années Hollywood. Une histoire qui a débuté avec d'infinies possibilités il y a un demi-siècle. On va commencer avec un jeune homme qui fait sa 6e apparition au Stage Show. C'est un chanteur dynamique, il nous quitte ce soir pour Hollywood afin de faire un bout d'essai. Nous lui souhaitons bonne chance. Voici Elvis Presley. Au printemps 1956, les shows télévisés avaient catapulté Elvis de l'obscurité totale à la super célébrité nationale. Il n'était donc pas étonnant qu'il parte à Tinseltown pour tenter sa chance à l'écran. On fait un tube, on passe à la télé et on va à Hollywood. C'est comme ça que ça arrive. Je n'étais pas prêt et Hollywood non plus. Vous savez, c'était tout nouveau pour moi. J'avais à peine 20 ans. Quand Elvis était à Memphis, avant d'aller à Hollywood, il pensait déjà à sa future carrière d'acteur, enfin à sa manière. Il allait tous les jours au cinéma et regardait film après film. Il travaillait dans une salle de cinéma et voyait les films plusieurs fois, comme pour faire ses devoirs. Il remarqua que Clark Gable portait sa chemise ouverte, sans t-shirt dessous. Il le copia. Brando, James Dean et Tony Curtis avaient les cheveux foncés et ils ne souriaient pas. Alors dans ses premiers films, il ne sourit jamais. Parce qu'il pensait que les acteurs qui souriaient beaucoup et qui étaient blonds aux yeux bleus disparaissaient plus vite que des gens comme Brando et James Dean. Typical Hollywood blonde hair, blue eyes, smile look actually faded out quicker than the guys who had the demeanor of a Brando or a Jimmy Dean. Si personne ne t'attend, tu te mets à douter de toi-même. Vraiment? Enchanté d'avoir fait ta connaissance. On doit partir. Merci beaucoup. Elvis se rendit immédiatement au studio de la Paramount. Il y rencontra le légendaire producteur Al Wallis, qui avait arrangé le bout d'essai. Ce fut le début d'une relation très productive. Je me souviens du jour où Elvis est monté sur le plateau pour son premier essai au cinéma. Il était déjà très célèbre. Et Al Wallis était un producteur important. Il a vu en Elvis ce qu'il avait vu aussi en Kirk Douglas, Charlton Heston et autres célébrités. Il a vu qu'Elvis pouvait devenir une grande star de cinéma. Pour la première moitié du bout d'essai, Elvis chanta en playback Blue Suede Shoes, avec une guitare sans cordes. Son, prêt? Moteur, on tourne. Speed, action. It's one for the money, two for the show. But you get ready now, go cat, go. Big thing, but stay home for my blue suede shoes. Coupé. Bien, super. La deuxième partie était une scène dans The Rainmaker, qui marqua les débuts de Presley au cinéma. Seules ces rares photos témoignent encore de ce bout d'essai. I was asked by Hal Wallis
to come and see a screen test that he had made of a young man named Elvis Presley. Al Wallis m'avait demandé de regarder un bout d'essai d'un jeune homme nommé Elvis Presley. Je l'avais déjà entendu, mais encore jamais vu. J'avais des doutes en regardant ça, parce que je croyais pas qu'Elvis Presley serait capable de faire du cinéma. Je pensais qu'il n'était qu'une fantaisie passagère pour jeunes filles. Je fus agréablement surpris. En fait, je suis même soufflé de ce que je vis à l'écran. Les bras m'en sont tombés. Wallis fut impressionné lui aussi. Il négocia avec le colonel Parker et fit signer à Elvis un contrat de 7 ans. Le colonel Parker connaissait Al Wallis. Il savait ce que Al représentait pour beaucoup de stars du cinéma avec tous ses films. Et Al, en tant que producteur, savait qu'il était important d'impliquer le colonel Parker parce qu'il contrôlait vraiment Elvis. Le colonel Parker et Al Wallis étaient en très bons termes. Elvis, vous avez fait un bout d'essai. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? On a signé un contrat de 7 ans avec la Paramount. Le tournage du premier film commence en juin. The Rainmaker, avec Burt Lancaster et Katharine Hepburn. Wallis produisit The Rainmaker, mais non sans changement dans la distribution. Comme prévu, Burt Lancaster et Katharine Hepburn eurent un rôle dans ce drame haut en couleur, mais le rôle que devait avoir Elvis alla à Earl Holliman. Je devais avoir un rôle dans The Rainmaker. Un peu dramatique, non? Oui, je n'avais pas l'impression d'être le personnage. Je pensais ne pas pouvoir jouer ce rôle comme il le fallait. La vraie raison pour laquelle Elvis ne fut pas pris pour jouer le rôle du petit frère d'Hepburn était que le rôle n'était pas assez important pour ses débuts cinématographiques. S'il avait joué dans The Rainmaker et s'il l'avait bien fait, il aurait pu avoir des rôles de plus en plus importants. Qui sait? Après ce coup manqué de The Rainmaker, Al Wallis chercha un autre scénario qui soit assez bon pour le King. Ne trouvant rien qui convenait à la Paramount, il prêta Elvis à la 20th Century Fox pour The Reno Brothers, un film sur la guerre civile. Les autres acteurs étaient Richard Egan, Debra Paget et William Campbell. Un jour, on m'a téléphoné pour me demander si je voulais venir à une projection à la 20th Century Fox. On y présentait les garde-robes de plusieurs personnalités, dont celle de Debra Paget. Son beau visage est apparu à l'écran. Et j'ai entendu une voix derrière moi. J'ai reconnu Elvis. Je l'ai entendu dire « Dieu, qu'elle est belle !» Il a demandé « Je pourrais l'embrasser ?» Et le colonel Parker a dit « Je crois que oui, même plusieurs fois. » Et Elvis a dit « Tant mieux, alors commençons le plus vite possible. » La lumière s'est allumée. Richard Egan et moi on discuté et quelqu'un m'a touché l'épaule. C'était Elvis. Il a dit « Monsieur Campbell, j'ai une question. » J'ai dit « Bien sûr. » Il a dit « Je n'ai encore jamais joué et je voudrais le faire bien. Pouvez-vous m'aider ?» Je lui ai demandé « Sur quel plan ?» Et j'ai ajouté « Ils vont te photographier de tous les côtés, de haut en bas, dessus, dessous, de droite à gauche, et tu auras l'air d'être le meilleur acteur d'Amérique. » Down, over, under, left, right. I said, you're going to look like one of the best actors in America. Voici Elvis en Clint Reno. Elvis a très bien joué vu le genre de film. Les dialogues n'étaient pas les meilleurs du monde. C'était un film assez prosaïque. C'était un western avec un salaud, un héros et une morale. Ce devait être un film conventionnel, sans chanson. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi que tu ne penses pas à lui en étant à mes côtés. Espérant que je sois Vance. L'espérant, l'attendant, en regrettant d'être marié avec moi. Presley avait une envie folle de faire un film sérieux. C'est un film sérieux, c'est une histoire d'amour, pas un western. Qui participe? Debra Paget et Richard Egan. C'est un très bon casting. Les rôles secondaires sont joués par de grands acteurs.
Quand Elvis signa pour The Reno Brothers, c'était une histoire d'amour à l'époque de la guerre civile. C'était un western. Il était vraiment impatient d'apparaître dans un vrai rôle où il ne chantait pas. Il trouvait ça très important. Je sais que toi et Cathy, vous vous aimiez bien, mais... Eh bien, tu n'as pas de rancune contre l'un de nous, non? Rancune? Moi? Eh bien non. J'espérais que ça se passerait ainsi, Vince. Mais comme le studio avait payé pour avoir Elvis Presley, ils ont vite intégré des chansons dans le scénario. Et soudain, il faisait du rock and roll dans un entourage aussi ringard. Ça faisait un peu nunuche. Ils intégrèrent 4 chansons. L'une devint tout de suite un classique et le nouveau titre du film. Maintenant qu'il y avait des chansons, Campbell avait besoin des conseils d'Elvis. Bobby Webb, le réalisateur, est venu vers moi et m'a dit que je devais apprendre la chanson qu'Elvis chante sur la véranda. J'étais furieux. Je n'avais pas été engagé pour chanter, ni avec Elvis, ni avec personne d'autre. Je n'étais pas chanteur. Je regardais la partition et Elvis observait. J'ai dit, vraiment, je suis désolé de mon manque d'enthousiasme. Alors il est venu vers moi en riant. Il a dit, écoute, on viendra ici tous les jours et on s'exercera. Je m'occupe de la chorégraphie. Il suffisait que je batte des mains et que je fasse la basse. Boum, 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 boum. Je l'ai fait et j'ai été gêné à l'époque, mais maintenant j'en suis fier. J'ai été le premier à avoir chanté avec Elvis. We were shooting on the back lot. I will never forget this. And he had his musicians there, and we all ate out there. On filmait derrière la maison. Ses musiciens étaient là. On était en train de manger. Alors Elvis a vu tous ces gosses. Le plateau représentait une sorte de foire. Elvis a pris sa guitare et il est monté sur la scène. Les musiciens l'ont suivi. Il a sauté son déjeuner pour jouer devant tous ces gens et ses enfants. Il était tellement simple. C'était inimaginable. Il ne prenait pas des airs de star. Alors j'ai commencé à l'aimer et ça me perturbait. Un jour, Parker m'a demandé si je voulais voyager avec Elvis. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il voulait que je voyage avec lui pour veiller sur lui. J'ai dit, de quoi parlez-vous? J'ai ma carrière. Il m'a promis un grand rôle dans tous les films d'Elvis. Je lui ai dit que j'appréciais l'offre et que je gagnerais sûrement beaucoup. Mais je ne pouvais pas. J'avais ma propre carrière, vous comprenez? Tu viens de faire un film avec Elvis? Oui, et Richard Reagan. Il s'appelle Love Me Tender. C'était comment de travailler avec Elvis? Oh, très bien. Il est très gentil, il est très coopératif et très amical. Et où va te mener le carrosse? Là, je rentre à la maison, je prépare une fête pour toute l'équipe. Le 16 novembre 1956, la première de Love Me Tender eut lieu au théâtre Paramount de New York. Des milliers de fans faisaient la queue pour voir le premier film d'Elvis. Le colonel Parker avait fait sa pub. Love Me Tender fut rentable en 3 jours seulement et remboursa le $1 million que coûta sa production. Ce premier film assurait le succès d'Elvis au box-office. Mais les avis étaient partagés quant à la fin de l'histoire. Je me souviens avoir vu Love Me Tender. À la fin, Elvis meurt et ça crée des situations hystériques. Les hommes applaudissaient, les filles pleuraient. Il y a eu comme une rupture entre les fans d'Elvis. Le film ne m'a pas plu parce qu'il meurt à la fin. Et je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais que Debra Paget tombe amoureuse de lui et qu'il finisse avec elle. Ça ne s'est pas fait. C'était triste.
Le film impressionna aussi les futurs rockers. Morrison était un fan de Love Me Tender. Elvis était très bon dans son premier film. Tous les deux, on a trouvé le film génial. Paramount avait un nouveau projet pour Elvis. Le tournage commença en 1957. Et tout comme pour Love Me Tender, la chanson-titre devint un tube. Loving You fut écrit et réalisé par Al Kanter, un vétéran d'Hollywood. Al Wallis m'a envoyé à Memphis, dans le Tennessee, pour parler personnellement du film avec Elvis. Il voulait que je le voie à l'action. Je devais bien étudier la façon de jouer d'Elvis et l'intégrer dans le film. Je n'avais pas seulement écrit le scénario, je devais aussi réaliser le film. Elvis trouva qu'Al Kanter était le genre de personne qui serait prêt à donner sa chemise, littéralement d'ailleurs. Je portais une chemise noire. Ma femme me l'avait offerte avant que je n'aille à Memphis. Elvis voulait savoir où je me l'étais procurée. Je lui ai demandé s'il la trouvait belle et il a dit qu'elle était magnifique. J'ai dit que je voulais bien lui offrir. Il était interloqué. Il ne pouvait pas croire que je la lui offre. Il était très fier de cette chemise. Quand il est venu à Hollywood quelques semaines plus tard pour les répétitions, il portait cette chemise. Je lui ai demandé où il avait trouvé cette belle chemise. Il a dit qu'il l'avait reçue d'un fan. J'ai dit OK. Tu ne nous aimes pas, Tex et moi. Tu n'aimes que toi. Tu as 15 minutes pour grimper sur la scène et voir si tu y as un réel avenir. Sa partenaire était une jeune femme que Al Wallis avait dénichée. Elle était engagée pour la Paramount, Dolores Hart. Ils ont joué ensemble dans 2 films, son premier et son deuxième. On voyait à l'écran et sur le plateau l'adoration, le respect et l'amour même qu'ils avaient l'un pour l'autre. Plus tard, elle quitta le métier et se fit nonne. Maintenant, elle est mère supérieure. Loving You était plus ou moins basé sur les propres expériences d'Elvis avec la gloire, la richesse et la controverse. Loving You était un vrai film de rock'n'roll. Elvis y joue le rôle de Dick Rivers, un garçon pauvre qui veut devenir un musicien célèbre mais qui subit des attaques par son comportement trop sexy sur scène. Il essaie de se défendre à la télévision en chantant une chanson très sensuelle. Il court de tous les côtés en se balançant des hanches. Je pense que c'était très amusant à regarder. Dans Loving You, le groupe d'Elvis apparaît aussi à l'écran. Il nous a demandé si on voulait jouer dans le film, ça nous intéressait. Je trouvais que c'était un bon film. Il y avait beaucoup de choses dedans. Comme pour Love Me Tender, le film impressionna aussi un autre rocker en herbe. C'était un film génial. Ses vêtements, ce bandana au cou, je m'en souviendrai toujours. Ce film, lui aussi, fut un grand succès. Mais les avis étaient partagés. Elvis aussi était très critique. Qu'est-ce que tu penses de ta façon de jouer? Assez mauvaise. Il faut plus d'expérience. Je pense que je m'améliorerai dans les années qui viennent. Tu crois qu'il faut juste avoir l'air naturel? C'est réussi dans tes 2 derniers films. Dans certaines scènes, j'ai l'air naturel. Mais parfois, je m'applique un peu trop. Et quand tu fais ça, t'es mort. Qu'est-ce que tu penses de Al Wallis? C'est un vrai gentleman. Il t'a aidé? Qui t'a aidé dans le film? Personne n'aide vraiment. On a un réalisateur et un producteur, mais pour ce qui est de jouer et de chanter, on est seul. Elvis devrait être le nouveau James Dean. Tu l'as entendu dire aussi. J'en ai entendu parler, mais je ne me compare pas à James Dean. C'était un acteur de génie. J'aimerais être aussi bon que lui. Beaucoup d'acteurs veulent ressembler à James Dean, mais je ne me compare pas à lui.
I've had the ability that James Dean had, but I would never compare myself with James Dean in any way. Al Wallis rejetait la comparaison entre Elvis et Dean. Pour lui, Elvis n'était pas un deuxième James Dean, il était le seul et unique Elvis Presley. Wallis n'était pas le seul à apprécier les grands talents d'Elvis. De plus en plus de patrons de studio admiraient Elvis Presley. Il avait un talent unique. Je l'avais complètement sous-estimé, comme la plupart des gens de mon âge. L'ancienne génération des producteurs avait déjà son opinion. Ils doutaient de son talent. Il faut voir ça dans le contexte de l'époque. Pour eux, c'était simplement un type qui balançait très vulgairement ses hanches. Mais il était désarmant par son naturel. Je dis sans hésiter que tous ceux qui ont travaillé avec lui le trouvaient gentil. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le matin quand il se rendait au maquillage, il allait chercher du café pour le coiffeur, ensuite pour le maquilleur, et seulement ensuite pour lui. Ça c'est une manière de se rendre populaire dans le milieu. Elvis se considérait comme l'égal des autres gens sur le plateau. Il n'était pas au-dessus des autres, il était là, tout le monde sentait ça, et il était très professionnel. Il arrivait toujours le matin à 9h sur le plateau. Il n'était jamais en retard. Il connaissait son texte. Il connaissait aussi le texte des autres. Il avait une mémoire photographique. Il était très coopérant. Il ne faisait jamais d'histoire. Il voulait devenir un acteur sérieux. Ce n'était pas facile. Il voulait faire partie du monde du cinéma d'Hollywood. Elvis essayait de rendre le plateau plus intime. S'asseyait souvent au piano pour jouer des gospels. C'était une manière de se mettre dans l'ambiance, une manière de se détendre. Il se sentait chez lui, il était à l'aise et il en avait besoin pour être lui-même. Cette manière d'être lui-même s'exprimait aussi en faisant le fou pendant les pauses, entre deux scènes. Un jour, j'allais déjeuner et en sortant, je vois un garçon très grand avec des favoris, une chemise rouge, un jean et des chaussures en daim blanc. J'étais impressionné. Je ne savais pas qui c'était. Mais il avait l'air connu. La salle à manger était pleine, tout le monde le regardait, je ne savais pas pourquoi. On a déjeuné, il m'a demandé « Tu as envie de rigoler ?» J'avais 17 ans, donc j'ai accepté. Il y avait de ces échelles métalliques le long du mur du studio. Il a grimpé sur le toit et il a dit « Allez, allez, viens donc !» Donc je l'ai suivi. Il a sorti de ses poches des ballons. Il avait des ballons. On les a remplis d'eau et on les a laissés tomber sur les gens. Et les gens sursautaient. On aurait dit des gosses de 10 ans. Il se roulait de rire sur le toit. Il ne se remettait pas. Et il a jeté du toit un très gros ballon et il a dit « Faut que j'y aille, j'ai touché Al Wallis à la tête, je vais avoir un problème. » I just wound up hitting my producer, Hal Wallis, on the head. I'm in trouble. Au printemps 1957, Elvis faisait tellement de concerts, d'enregistrements et de films qu'il eut à peine le temps d'emménager à Graceland avant d'aller à la MGM pour son nouveau film. Je travaillais pour la radio et la télévision à Memphis. Je rêvais d'Hollywood, de ces grands plateaux de cinéma, de passer sous l'arche d'entrée du studio MGM et tout ce qu'on peut entendre de fantastique à propos de la MGM. On a pu y aller. On disait beaucoup de choses sur les studios. La MGM était le studio le plus grand et le plus connu d'Hollywood. Je me souviendrai toujours quand on est arrivé dans la limousine. Le portier s'appelait Kenny Hollywood.
J'ai reçu un coup de fil. Il y avait de l'agitation à la porte de Thalberg à la MGM à Culver City. Il disait qu'Elvis était venu par cette porte et qu'il y avait partout des femmes qui voulaient sauter dans sa voiture. Alors j'ai dit, chasse ces filles, t'es de la police. Après tout, il a dit non, c'est pas possible. Ce sont des femmes qui travaillent ici. Le studio devait choisir les chansons qui seraient chantées dans le nouveau film intitulé provisoirement Jailhouse Kid. Le producteur, Pam Berman, m'a demandé quelles étaient les 10 chansons qui allaient se vendre le mieux. Alors j'ai dit, il n'y en a qu'une, Jailhouse Rock. Voilà, impossible, me dit-il, cette chanson est pour le générique. Je lui ai dit, vous allez passer à côté de quelque chose. C'est une chanson formidable. Je ne veux pas me vanter, mais je savais que c'était une chanson fantastique. Certains disent que c'est Elvis qui a fait la chorégraphie. La petite danse dans Jailhouse Rock, c'est Elvis qui l'a inventée. Cet homme était un danseur né. Est-ce Elvis ou Alex qui fit la chorégraphie? La vérité est au milieu. Quand Alex Romero, chorégraphe de Jailhouse Rock, a montré sa chorégraphie à Elvis, Elvis a hoché la tête. Il a dit « Je regrette, tu sais, je te remercie, mais c'est pas pour moi. » En fait, Alex voulait qu'Elvis danse comme Gene Nelson ou Fred Astaire. Elvis a dit « Ce n'est pas moi, mais je l'essaierai quand même. » Et Elvis, coopératif, s'est levé et a essayé. Et il dit « Tu vois, Alex, c'est vraiment pas moi. » À ce moment-là, Alex a dit « Elvis, je vais te dire quelque chose. Laisse-moi intégrer ton numéro dans une de mes chorégraphies. » Le lendemain, quand il est revenu, Romero avait intégré le jeu de scène d'Elvis dans une séquence de danse. Elvis a alors dit « Bah voilà, je peux le faire, ça c'est moi. » Et en une prise dans le studio de répétition de la MGM, Elvis a réussi. C'est rentré dans l'histoire comme étant la meilleure scène de danse qu'Elvis ait jamais faite. Cette scène d'avant-garde est devenue le prototype du vidéoclip. Mais l'enthousiasme qu'a mis Elvis dans cette danse aurait pu avoir des conséquences dramatiques. À cette époque, on tournait les scènes musicales indépendamment du film. La chanson Jailhouse Rock a aussi été enregistrée à l'avance. On était au studio 27. Et Elvis est venu vers moi et m'a dit que son dentiste était en train de lui faire une couronne. Il avait en attendant une couronne provisoire. Et je lui ai demandé où est le problème. Eh bien, le problème, c'est qu'elle s'est détachée pendant la danse. Et il a dit, écoute, c'est fou, c'est complètement fou. Et il a fait comme ça, on entendait un sifflement. Il avait le truc dans le poumon. Ils ont procédé alors à une opération délicate. Ils l'ont anesthésié pour retirer la couronne. Et le colonel Parker est venu. Il a presque eu un infarctus en entendant le docteur. Le docteur a dit, ne vous inquiétez pas, on a écarté les cordes vocales avec cet appareil pour retirer la chose. Mais Parker était tout pâle. Alors le docteur a dit que la couronne était cassée en deux et qu'il fallait recommencer à écarter. Ça aurait pu être la fin de la carrière d'Elvis. Une des amies d'Elvis se souvient encore très bien de la chanson titre. On venait de voir le film et on rentrait en voiture sous la pluie. Jailhouse Rock passait à la radio. Elvis est descendu de la voiture. Il s'est mis à faire la danse du film, en plein Fountain Avenue. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux gens regardant par leurs fenêtres et voyant Elvis danser dans la rue comme Gene Kelly. Vince, on recommence.
Vince! Jailhouse Rock ressemblait aussi à la vraie vie d'Elvis, à la différence qu'il s'agissait là d'un ex-prisonnier qui devient une star. Que penses-tu de notre star, Peggy? Il s'est vite adapté. À haute altitude, sans oxygène, un homme peut rapidement y perdre l'esprit. Il faut parfois être dur avec les gens. Laisse-moi tranquille. Je vais te taper dessus. Ne te gêne pas. Et tu le mérites. J'ai dit non. Jailhouse Rock est aussi une histoire d'amour. Comment osez-vous croire que ces trucs bon marché marchent avec moi? Ce n'est pas un truc. Tu réveilles la bête en moi. Quand le film fut terminé, Elvis reçut une mauvaise nouvelle. Jailhouse Rock était juste fini. On était rentré depuis une semaine. Elvis a frappé à ma porte tôt le matin. Ma mère a crié « Elvis est là, il veut que tu ailles à sa voiture ». J'ai enfilé quelques vêtements, j'y suis allé et j'ai demandé pourquoi. Il a dit « Tu ne le croiras jamais. Judy Tyler est morte dans un accident d'auto ». Judy Tyler était sa partenaire dans Jailhouse Rock. Ce fut son grand succès. Elle s'était fait un nom avec ce film. Elle jouait aux côtés d'Elvis dans un grand film. Elle rentrait chez elle avec son mari. Je ne sais pas où ils habitaient, dans l'Utah ou ailleurs. Ils sont morts tous les deux dans un accident. Elvis était bouleversé. Je l'ai rarement vu comme ça. Il était effondré. On a roulé pendant 3 heures dans Memphis sans trop parler. On évoquait des souvenirs de Judy sur le plateau. On se racontait des choses qu'on avait vécues avec elle. De cette manière, il a pu assumer. On a roulé pendant 3 ou 4 heures. Il a été très éprouvé par sa mort. Jailhouse Rock fut un grand succès à sa sortie en 1957, mais les opinions ont changé au fil des années. Je trouvais le film génial, mais je l'ai revu dernièrement et je l'ai trouvé mauvais. Maintenant, c'est un peu kitsch. Tout comme la bande-annonce qui devait attirer les jeunes au cinéma. Alors, quel est le verdict? C'est encore un tube pour Elvis? Oh oui. Bien sûr. C'est la chanson titre de son nouveau film. Il y chante 6 chansons. 6? Oh mon Dieu. Et quelque chose d'autre de très spécial. Quoi, Ted? Dans ce film, Elvis joue pour la première fois le rôle d'un chanteur. Il joue un jeune à problème. Et il est très bon. Elvis chante, Elvis se bat, Elvis danse et Elvis tombe amoureux. C'est un vrai film pour adolescents et il est très bon en plus. Elvis était alors la 5e grande vedette à Hollywood. Début 1958, le tournage d'un nouveau film commença à la Nouvelle-Orléans. Ce devait être le meilleur film d'Elvis. Mais il n'avait pas été prévu pour lui. King Creole avait été prévu pour James Dean. Le film est basé sur le livre A Stone for Danny Fisher. Jusqu'à la mort de James Dean, ça parlait d'un boxeur. C'est devenu un chanteur et Elvis a pu avoir le rôle. Le film fut réalisé par Michael Curtis, connu pour Les Aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn, Yankee Doodle Dandy avec James Cagney et Casablanca avec Humphrey Bogart. Pourrait-il faire un aussi bon film avec Elvis Presley? Chérie, qu'est-ce que tu fais avec ce type? Comment es-tu tombé là-dedans? Comment vais-je m'en sortir? Il était très bon dans ce film. Tout le monde était étonné. Les acteurs célèbres comme Walter Matthau, Paul Stewart, Dean Jagger et tous les anciens étaient surpris qu'il sache si bien jouer. Maintenant, il couronne sa carrière dans le rôle dramatique de Danny Fisher, un loser, un dur de dur qui se sort du caniveau de la Nouvelle-Orléans en chantant. J'étais déconcertée de voir le talent que possédait Elvis.
son sens du timing était parfait. Il était très simple, il était authentique et naturel. J'en étais ébahie. Il te suivait dans tout ce que tu faisais. C'était fantastique. Quand on sortait ensemble, King Creole était son film préféré. Il trouvait l'histoire très bonne. Il aimait travailler avec des acteurs sérieux. Il avait envie de faire plus de films de ce genre. Le public allait enfin voir ce qu'Elvis pouvait faire avec un bon scénario. Michael Curtiz était un Hongrois qui parlait avec un fort accent. Son anglais n'était pas très bon, mais il savait manier la caméra. Il faisait de belles images. Quand Michael Curtiz a commencé ce film avec Elvis, quelqu'un m'a demandé s'ils pouvaient travailler ensemble. J'ai dit que Michael Curtiz pouvait tout faire, avec tout le monde, et le faire bien. Michael Curtiz régnait au-dessus du plateau qui représentait le magasin. Il avait une énorme corne dans laquelle il criait. Il n'était pas très poli. Quand quelqu'un le gênait, il disait « La vieille dame, pousse-toi, dégage !» Au départ, Michael Curtiz ne voulait pas donner le rôle à Elvis, mais il s'est laissé charmer. À la fin du film, quand Elvis est allé vers Curtiz, c'était son 4e film, il lui a dit « Maintenant, je sais ce qu'est un bon réalisateur. » Vous êtes un sacré acteur, Kid. Maintenant, tu sais ce que je fais pour un rappel. King Creole était un film sérieux. On n'était pas sur la plage à Hawaï en train de surfer. Les autres films de surf étaient beaucoup plus insipides que King Creole. J'ai dit à Elvis quelques jours plus tard que j'avais vu le film et que je le trouvais génial. Il a dit « Tu sais pourquoi il est si bon ? Parce que je me cache derrière le masque d'un autre. » Elvis dut arrêter provisoirement sa carrière. Avant le début du tournage de King Creole, il fut appelé pour faire son service dans l'armée américaine. Le film devait être fini après les vacances. Le colonel Parker a discuté avec le gouvernement. Ce n'était pas la guerre, on pouvait terminer les choses courantes. Il a eu un sursis d'appel pour finir King Creole. Il ne voulait pas aller à l'armée. Il gagnait des millions. Il était la plus grande star du monde. Habitait une villa comme Graceland. Vivait dans des châteaux, des appartements de grand luxe à Beverly Hills. Il était une vedette de cinéma. Et soudain, il devait aller à l'armée jouer au petit soldat. Elvis était un patriote, mais il n'avait pas envie d'aller à l'armée. La première de King Creole eut lieu en juillet 1958, et ce fut un autre succès fracassant. Après les mauvaises réactions à ses premiers films, Elvis reçut les meilleures critiques de toute sa carrière. Comme le nota le Los Angeles Times, ciel, Elvis devient acteur. Je vois plus souvent les femmes avec que sans vêtements. Je ne suis pas un gangster, mais je suis un débrouillard. Faut bien. Juste quand on commençait à voir Elvis comme un acteur à part entière, il dut s'arrêter pour aller servir son pays. Pendant qu'il était à l'armée, beaucoup de choses ont changé à Hollywood. À son retour, tout avait changé. Alors qu'Elvis était parti, il y a eu d'autres idoles des jeunes. Elles ne pouvaient pas le remplacer, mais les filles veulent un héros. À son retour, Elvis a été à nouveau un héros. Les autres sont restés, mais le King était revenu. En mars 1960, le sergent Elvis Presley fut démobilisé. Il organisa immédiatement une conférence de presse pour faire connaître ses projets et ses espoirs.
Je voudrais jouer des rôles sérieux. C'est mon ambition de devenir un meilleur acteur. Pour ça, il faut du temps et de l'expérience. Maintenant, je vais faire 3 films de suite. J'espère que ce ne seront plus des films de rock'n'roll. J'en ai déjà fait 4 et ça suffit comme ça. L'idole du rock'n'roll est de retour. Il veut devenir un acteur sérieux. Le monde du cinéma peut tirer profit de son retour. Qui sait? J'ai entendu dire qu'il le voulait pour West Side Story, mais Parker ne voulait pas qu'il joue le rôle d'un gangster. Il l'avait demandé pour le rôle principal. Elvis, qui joue Tony, c'est inimaginable. Le rôle de Tony, le rôle de Richard Beymer. Elvis jouant ça, je ne comprenais pas. Le colonel ne voulait pas qu'Elvis joue le rôle d'un gangster. Il avait déjà une mauvaise réputation, ça n'aurait fait qu'empirer. Elvis n'était pas un délinquant. C'était pas un gangster, c'était un acteur de scène américain, capable et correct. Elvis était reçu partout comme un héros, même au studio Paramount. Le premier jour sur le plateau fut vraiment différent pour moi, et Elvis trouvait ça super. Il arborait un large sourire, tout le monde l'accueillait, les scripts, tout le personnel, tout le monde était content qu'il soit revenu. Mais si Elvis s'attendait à avoir un rôle dans un film non musical, il se trompait. Al Wallis demanda à Norman Taurog et à Michael Moore de faire une comédie musicale sur un soldat américain en Allemagne de l'Ouest. Probablement, si Elvis n'était pas allé à l'armée, il n'aurait pas fait GI Blues. Il a dû faire ce film après son service militaire. C'était l'idée, ça. Regarde, le capitaine Hobart arrive. Il veut te parler. De quoi? C'est à moi que tu le demandes. C'était une autre sorte de comédie musicale que dans les films précédents. Dans King Creole, il jouait un chanteur. Il y avait une raison pour qu'il chante. Dans Loving You, il jouait aussi un artiste de scène. Et maintenant, il faisait un film où les gens se mettaient à chanter sans raison. C'est significatif de ce qu'allait devenir la recette Elvis. Et ensuite, il n'a plus fait que ce genre de film. Elvis à la conquête de l'amour. Il ne faut pas manquer ça. C'est marqué Liebe, ça veut dire amour. Pas besoin de m'expliquer. Les soldats apprennent ça vite. Toi aussi, tu parles trop. En octobre 1960, ce fut la sortie de la bande-son de GI Blues. Le disque fut rapidement numéro 1 et resta 111 semaines au hit-parade. Ce sera le 33 tours le mieux vendu de sa carrière. Elvis est de retour. C'était un homme fantastique. Quand on a tourné ce film, il était très bien. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Il avait seulement des copines, beaucoup de copines. Il avait un grand sens de l'humour. Je me suis dit qu'il devait avoir une vie difficile. Il ne pouvait pas sortir quand il voulait. Il restait dans sa suite à l'hôtel Beverly Wilshire. À sa sortie, le film marcha très bien. Ce fut un des films les plus vus en 1960. Si Elvis s'était inquiété de sa popularité, le succès du film et de la bande-son l'aurait immédiatement rassuré. Mais il continuait à s'inquiéter de la qualité de ses films. Malgré les bonnes critiques de King Creole, Elvis espérait toujours obtenir des rôles plus sérieux. Les films que Marlon Brando ne voulait pas faire pour telle ou telle raison auraient pu aller à Elvis. Mais Hollywood ne s'en donnait pas la peine. Il savait qu'il allait faire des comédies musicales. Et il en a fait. C'est tragique. Flaming Star fut en effet refusé par Marlon Brando. Tout le monde va mourir ici. C'était un western avec Barbara Eden, avant qu'elle ne tourne I Dream of Jenny.
Dans ce film, il était un Indien. Il était inquiet. Il voulait absolument tout faire bien. Il savait qu'il n'avait pas été formé pour cet aspect de son métier. Il voulait apprendre. Il s'appliquait vraiment. Là, c'était un peu différent, c'était plus sérieux. Il voyait ça comme un rôle important parce qu'il y avait peu de chansons. Au départ, d'ailleurs, il ne devait pas chanter du tout. Et puis, ils ajoutèrent quelques chansons. Le studio écrivit des chansons pour faire des bandes-sons lucratives. Elvis dut même chanter sur un cheval. Ce fut une des rares fois où il était vraiment furieux. Il ne voulait pas chanter assis sur un cheval. Alors Don Siegel a retiré du film plusieurs chansons et il n'en reste plus que 2 maintenant. Chaque homme a une étoile brillante. Malheureusement, Flaming Star ne fut pas un succès. Son film suivant fut Wild in the Country. Il y jouait le rôle d'un écrivain en herbe assailli de problèmes personnels. Pour Elvis, c'était un rôle sérieux. Il s'y est donné à fond et il faisait de son mieux. Il y a quand même une chose qui ne lui plaisait pas tellement, c'est qu'il y avait des chansons. Il chantait peu dans le film, mais ça lui plaisait pas. My knees are weak, my head is spinning around. I guess that love has turned me upside down. Thought I'd get hurt, but gee, it's turning out swell. I slipped, I stumbled, I fell. Wild in the Country sera son dernier film sérieux. Pour les studios, le message était clair. On peut gagner gros, mais avec des chansons. 1961 fut un tournant dans la carrière cinématographique d'Elvis. Il avait conclu un contrat de 5 ans avec Al Wallis. Le premier film fut tourné en partie dans le nouvel État des États-Unis, le 50e, Hawaï, et il s'appelait Blue Hawaii. Blue Hawaii est un de ses meilleurs films. Elvis a beaucoup aimé le tournage. Les extérieurs étaient magnifiques. On était à Kauai, à l'hôtel Coco Palms. Tous les soirs, après le tournage, on allait s'asseoir dehors après le repas. On mangeait ensemble tous les soirs. On était en train de manger un soir, et je me souviens, avec tous les employés, Elvis est allé vers le bar. Et la chanteuse Patti Page était là aussi. Son mari était le chorégraphe. Après le repas, il sortait toujours sa guitare. Les gars du groupe sortaient leurs instruments et on se mettait à chanter dans le salon. C'était super. Elvis jouait et chantait toute la soirée. C'était quelque chose d'extraordinaire. On aurait dit une scène du film. On rigolait bien ensemble. Il était ravi. J'en ai des souvenirs merveilleux. Il était très heureux à l'époque. Il n'a jamais été aussi heureux. Patti Page se souvient encore du film Blue Hawaii. Le cousin d'Elvis, Lamar et moi, on naviguait en canoë dans la lagune. On était en route vers la scène du mariage. Il n'avait pas assez de figurants pour cette scène. Lamar et moi, on s'est proposé. On a été un peu payés, mais on n'était pas au syndicat des figurants. J'espère que je ne serai pas puni pour ça après toutes ces années. Lamar et moi, on a déchiré en deux un billet de $1. Chacun a signé la moitié de l'autre. Je l'ai toujours. Hawaï était un nouvel État, le 50e État. Tout le monde voulait célébrer cette annexion aux États-Unis. C'était une belle publicité d'y envoyer Elvis dans un environnement tropical, entouré de beautés telles que Joan Blackman. Giving him an incredible bevy of beauties, including Joan Blackman. Elles ne l'égalait pas, mais elles étaient très belles. Il y avait 14 chansons, ça suffisait pour une bande-son. Une chanson était particulièrement géniale, Can't Help Falling in Love. C'était probablement une des plus belles ballades qu'il ait jamais chantées. Can't Help Falling in Love, probably one of the greatest ballads
Comme la chanson passait beaucoup, les disques se sont bien vendus. L'intrigue était charmante, elle n'était pas scandaleuse. Elle contenait des blagues et une histoire d'amour, mais rien de scandaleux. C'était la formule des films d'Elvis. Blue Hawaii constitue la base de tous les films d'Elvis qui ont suivi. Blue Hawaii becomes the cookie cutter for the films to come. Le film sortit en novembre 1961. Ce fut l'un des films les plus vus de sa carrière. Le 33 tours le plus vendu dans le pays est celui d'Elvis. RCA Victor présente la bande originale. Comme pour G.I. Blues, la bande-son de Blue Hawaii sortit un mois avant le film. Elle fut numéro 1 au hit parade et y resta pendant 20 semaines. Alors que ses disques et ses films rapportaient beaucoup d'argent, Elvis avait perdu presque toutes ses chances de devenir un acteur sérieux. J'ai demandé à Parker pourquoi il ne faisait pas suivre une formation à Elvis. Il aurait pu devenir un grand acteur. Il avait une forte personnalité. Il avait plus de personnalité que les Beatles ou autres musiciens. Les Beatles étaient 4 et lui, il était seul. Il avait un dynamisme différent. Personne n'avait une aussi belle prestance. Il pouvait toucher vraiment le public, les vieux, les jeunes, tout le monde. J'en ai été le témoin. Mais Parker voulait lui faire faire ce qu'il savait faire le mieux. C'est très dommage. Elvis aurait pu faire 50 films formidables. Tout le monde aurait pu voir comme il était bon acteur. Avec le bon réalisateur, ça aurait marché, mais personne ne voulait ça. Il le voulait sur des tables, avec des danseuses derrière lui. Je ne comprends pas ça. Mais on peut voir comme il était bon. King Creole était un bon film, Jealous Rock aussi. Mais après quelque temps, on sentait que ça n'allait plus. Peut-être que ça ne l'intéressait plus. Ça semblait ne plus l'intéresser. He wasn't really, maybe he wasn't into it so much, I don't know. But it came across like he wasn't really into it.